Voilà, nous revoilà avec Yann de Cartes du Monde pour cette plongée au cœur des cartes du monde, de la géopolitique. On parle des États-Unis, on parle de la Chine, on parle de la Russie et surtout on est en train de se demander comment Kamala Harris ou Donald Trump, qui sont deux candidats complètement différents, à quoi ressemblerait leur présidence par rapport à ces dossiers brûlants. On va passer donc maintenant sur un autre dossier brûlant qui est Israël, la Palestine. Est-ce que tu peux commencer, Yann, par nous résumer? Cette fois-ci, on va donner la parole à Donald Trump en premier. On va réinverser tout ça. La position ou les positions de Donald Trump sur Israël et sur la Palestine. Ah, je t'ai perdu. Je ne t'entends plus. On m'entend? C'est bon, on Ah, t'entend voilà, il y a maintenant. eu un Voilà. petit bug. Je suis navré, je suis navré. Non, c'est pour rien. On va dire que c'est la faute de Elon Musk. Voilà. Voilà. Je vais revenir un tout petit peu dans le temps avec Donald Trump pour rappeler quelques petits points qui sont importants. Premièrement, déjà, c'est sous Donald Trump que l'ambassade américaine est déplacée de Tel Aviv à Jérusalem. Donc, on voyait entre guillemets, un fort rapprochement avec. Alors, il y a une histoire entre les deux pays, mais là, on était vraiment sur un fort rapprochement. Et c'était, si je Et peux me permettre, c'était vraiment oui, une promesse de sa campagne en 2016. Même, j'ai presque tendance à dire, c'est peut-être la seule qui a été vraiment tenue. Il y avait le mur, mais il y avait aussi le déménagement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. c'est ça. Et ensuite, après, euh, c'est un soutien de Benjamin Netanyahou, mais en même temps, il l'a beaucoup critiqué parce qu'en fait, lors de l'élection de Joe Biden, Benjamin Netanyahou, il a fait le geste diplomatique que tout le monde fait, c'est qu'il a félicité Joe Biden pour son élection et Donald Trump avait dit que c'était une trahison, etc. Donc il s'en rappelle un peu de ça, donc il a un peu la dent dure sur la chose. Pour revenir sur la position donc de Donald Trump vis-à-vis de ce sujet, là où c'est intéressant, c'est que pareil, comme pour l'Ukraine, il dit bah, je vais régler la situation, il y aura la paix. Il n'explique jamais vraiment comment. Et l'un des points très importants à prendre en considération, c'est le socle électoral de Donald Trump. L'un des socles électoraux de Donald Trump, c'est les évangélistes américains. Je ne sais plus combien ils sont, je crois qu'ils sont 80 à 98 millions aux USA de ce que j'ai vu dans les chiffres. Est-ce que c'est une bonne estimation? Oui, non, ça je pourrais pas le, Ouais, ouais, ouais. le, le, le vérifier parce que voilà, pour moi, c'est un mouvement que je connais très mal. Et c'est un électorat qui en 2016 avait voté à 80% à 81% pardon, pour Donald Trump. Et les évangélistes américains, si je ne me trompe pas, ils ont une vision quasi messianique d'Israël, de la situation d'Israël, au sens où pour eux, en fait, si Israël arrive à se sécuriser, à se sanctuariser, voire même à grossir, en prenant la Cisjordanie, un peu Gaza, peut-être un peu la Jordanie, un peu l'Égypte, là il y a des débats, j'ai l'impression, eh bien il y aura le retour du Messie. Donc il y a vraiment une vision quasi messianique de leur côté, donc un soutien quasi inconditionnel sur la chose et qui amène, est-ce que Donald Trump, il le fait par opportunisme politique ou par véritable idéologie, ça je ne pourrais pas le dire à titre personnel, mais il a un soutien très très fort envers Benjamin Netanyahou et pour lui il n'y a aucun problème pour continuer de soutenir la politique israélienne dans la région. Quand bien même, et c'est là où c'est un peu délicat et je dis qu'il est un peu flou, c'est que des fois il a mis, pour le dire un peu crûment, quelques tacles à Benjamin Netanyahou en disant il faudrait peut-être qu'il arrive à négocier la paix parce que son image elle est en train de se détériorer, c'est pas tip top pour dire les choses simplement. Donc soutien inconditionnel avec quelques petites critiques. Est-ce par idéologie ou par électoralisme? Ça, je pourrais pas à titre personnel le dire. Ouais, c'est toujours difficile et délicat de dire, voilà, c'est l'un ou l'autre, c'est souvent le mélange des deux. Dans la réalité, on remarque que les quelques fois où il s'en est pris
pas très méchamment non plus à Netanyahou. C'est des moments où il était critiqué justement pour certaines de ses déclarations, justement pour son première, après octobre, ses premières déclarations pour démontrer que tout ça ne serait pas arrivé s'il était là, et qu'il était l'homme fort, c'était en fait de dresser des compliments sur Hamas, en expliquant qu'ils étaient extrêmement intelligents, extrêmement bien organisés, qu'il y avait l'Iran derrière, et que l'Iran n'aurait pas osé bouger si Trump était là. De toute façon, ils n'en auraient pas eu le côté financier. Globalement, il est tellement attaché à ce que fait Netanyahou. Netanyahou, en fait, en plus, il faut savoir que c'est une star de la politique américaine avant même qu'il devienne Premier ministre. C'est quelqu'un qui a collaboré à Fox News, qui a été un contributeur sur Fox News. Il y a vraiment c'est vraiment quelqu'un d'installé dans le paysage américain. L'image la plus flagrante qu'on ait eue de cette relation, c'est Donald Trump, qui est juste candidat. C'est un citoyen comme les autres. Certes, il a ce titre d'ancien président, mais c'est un titre qui n'existe pas. Et donc, c'est Donald Trump qui, en juillet dernier, reçoit Netanyahou à Mar-a-Lago, qu'il vend comme étant en gros la Maison Blanche d'été, et donc il fait venir Netanyahou pour un sommet israélo-trumpien, parce que c'est pas un sommet israélo-américain, où on les voit faire une réunion de travail pour discuter de la situation. Et c'est clair que les derniers propos de Trump, c'est de dire que Netanyahou est dans son droit, que Israël doit en terminer avec ce problème. Il n'est pas dans une position pro-palestinienne, soyons clairs là-dessus. Et du côté de Trump, tout ce que tu viens de raconter, sa fidélité à Israël depuis son élection, parce que il a besoin du vote évangéliste entre autres, fait qu'aujourd'hui il est dans une situation en 2024 où il ne comprend pas, parce que dans la réalité, majoritairement, le vote israélien, on l'a vu en 2020 et ça sera encore le cas en 2024, vote démocrate. Et donc en permanence, il le dit de manière complètement crue, il dit aujourd'hui les juifs qui ne votent pas pour moi, ils devraient se faire examiner la tête parce qu'ils sont complètement fous. C'est pas moi ce sont ses propos actuels. Donc il comprend pas, après tous les gestes qu'il a fait vers Israël, une relative popularité en Israël même, que finalement les juifs démocrates, les juifs aux États-Unis votent majoritairement pour les démocrates. Donc c'était un éclairage de politique interne. Donc je voudrais que l'on revienne sur cette vision politico-religieuse de Trump et d'Israël. Comment, d'après toi, cette vision se transpose par rapport à la Palestine et au territoire en général? La position de Donald Trump par rapport à la Palestine vis-à-vis d'Israël. Alors, il y avait une déclaration qu'il avait fait, Donald Trump, qui est assez intéressante dans un de ses meetings. Je ne me rappelle plus la date, c'est assez récent. Je me perds facilement dans les dates, où il disait Israël est un tout petit pays, ça ne serait pas dramatique si elle prenait un peu de territoire. Donc je pense que le message, il est clair. Gaza, la Cisjordanie, ça peut être sous contrôle israélien, ça poserait pas de problème, pour dire les choses simplement. Donc après, le soutien, il va se traduire tout simplement en continuer à fournir des armes et des munitions, surtout des munitions à Israël, parce que c'est le premier fournisseur d'armes et de munitions pour Tel Aviv. Après, je reviens, je fais un petit écart parce que ça m'avait fait sourire un peu sur l'aspect. C'est un moment, il y avait le Canada qui avait dit on arrête de livrer des armes à Israël. Le Canada pesait à peu près pour 0,5% de livraison d'armes, donc en fait il faisait rien techniquement, mais c'était juste du déclaratif. Pour revenir sur Trump, vraiment on est sur ce soutien
inconditionnel, et en même temps parce qu'il y a aussi derrière un autre enjeu. Il y a plusieurs enjeux derrière. C'est notamment la question de l'Iran Ouais. dans la région. Et Donald Trump et l'Iran, et même chez les démocrates, hein, ils apprécient pas forcément l'Iran. C'est un ennemi au minimum à contenir, au mieux à briser un petit peu, parce que l'Iran, je tiens à le rappeler, déjà, ça, faut à chaque fois le redire, parce que souvent il y a confusion. Les Iraniens ne sont pas des populations arabes, ce sont des populations perses. C'est encore un peu différent. Et l'Iran est depuis à peu près 2 ans soumis à des contestations internes plus ou moins violentes par rapport aux droits des femmes. Donc, d'apparence fort, mais en même temps un géant au pied d'argile dans la région. Donc il y a aussi cette confrontation indirecte de je soutiens Israël pour les raisons idéologiques, pour des raisons électoralistes, et en même temps parce que derrière il y a l'Iran, et l'Iran est considéré comme est-ce que George Bush l'avait mis dans l'axe du mal? J'ai un léger doute là-dessus. Alors attends, J'ai un léger doute. je J'ai un suis pas léger doute. certain. Oui, je pense que ça en faisait partie, mais bon, à Mais l'époque, bref, la priorité était surtout sur l'Irak, donc je ne m'en souviens plus. Mais bon, c'est voilà, pas grave, j'ai un continuons. léger doute, mais ça permet de montrer un petit peu cette continuité. Parce qu'en fait, derrière l'enjeu d'Israël, de la protection ou non, du soutien ou non à Israël, c'est les enjeux géopolitiques dans la région avec les alliés ou les ennemis politiques des USA. Et il faut pas oublier, les Américains, ils ont encore des bases. Hein. Ils ont des bases en Jordanie, ils ont des bases en Syrie, ils ont encore quelques bases en Irak, même si ça devrait décoller dans quelques années, ça devrait prendre fin dans quelques années. Et il y a un combat d'influence entre les USA et les Iraniens qui déplacent leurs pions. Donc, il faut avoir un allié sur place, et l'allié le plus fidèle reste Israël. Et j'ai un doute si c'était sous Donald Trump ou sous Joe Biden que l'Amérique avait poussé à une normalisation des relations entre Israël et les pays autour, notamment Ouais. l'Arabie Saoudite. Là, j'ai un léger doute sous quelle administration ça a Non, commencé à se déclencher. c'était sous Joe Biden, effectivement, dans la volonté de créer un nouvel axe contre l'Iran. Et ouais, je confirme, entre-temps, tu avais raison, Bush, 29 janvier 2002, discours, le State of the Union, et donc il évoque la phrase de l'axe du mal, Axis of Evil, et donc avec le régime irakien, la Corée du Nord et l'Iran. Donc bravo Yann. Sans filet, hein, sans filet le mec, bravo. J'ai eu des doutes, j'ai eu beaucoup de doutes, j'ai transpiré. Non, 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 c'était bien. Donc là, on a compris cette position de Donald Trump pro-israélienne. Kamala Harris, comment tu la vois dans tout ça et comment elle existe par rapport à ce qui est la position officielle de la Maison-Blanche, la position de Joe Biden, qui est donc, elle est vice-présidente, il est président, elle est démocrate, il est démocrate, et surtout, cette position, on pourrait parler en fait d'un avant et d'un après, cette position depuis le mois d'octobre dernier et l'attaque du Hamas. Alors, la position de Kamala Harris, elle est beaucoup plus délicate à tenir, aussi pour des raisons électoralistes, parce que je pense que voilà, on le voit tous, il y a eu beaucoup de mouvements de contestation aux US pour critiquer le soutien américain à Israël, dénoncer les livraisons d'armes, etc. Mais parce qu'en fait, on a un glissement électoral, c'est-à-dire, pour faire très très simple, euh, aux US, des sondages que j'ai vus, c'est à peu près 58% de l'électorat qui est favorable à Israël, à des degrés différents. Hein. Ça ne veut pas dire un soutien inconditionnel, mais on a un soutien qui est majoritaire. Et plus on va chez les tranches âgées, plus ce soutien est important, que ça soit républicain ou démocrate. Il y a quand même une forme de soutien des deux côtés dans les générations, on va dire, un peu plus vieilles. Et c'est plutôt chez les jeunes que le soutien à Israël, qui est plus ou moins historique, s'étiole beaucoup. Donc, elle est obligée de jouer entre les deux, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'elle s'aliène ceux qui sont critiques envers la politique de Benjamin Netanyahou, et en même temps, il ne faut pas qu'elle s'aliène ceux qui lui sont favorables. Donc sa position, elle est plus critique,
par rapport à Netanyahou. Elle est même un peu plus agressive dans ses propos par rapport à ce que disait Joe Biden, même si de ce qui filtrait, Joe Biden semblait donner des noms d'oiseaux Ouais, il était à Benjamin agacé Netanyahou. pour pas dire Voilà, pire. Ouais. pour pas dire pire, mais elle est un peu plus agressive et sa position, en tout cas déclarative, c'est qu'elle est pour la liberté, la dignité et l'autodétermination des Palestiniens, ce qui techniquement veut dire une solution avec la création d'un État indépendant et reconnu sur le plan international. Parce que un État, il peut exister, hein, mais s'il n'est pas reconnu internationalement, ça joue. On le verra avec Taïwan. Taïwan, c'est un Ouais, État, mais il n'est pas reconnu par tout le monde. c'est ce qu'elle a dit lors de son discours d'investiture, où elle a mis d'abord, évidemment, l'accent sur l'aide quasi inconditionnelle et garantie, quoi qu'il arrive, je paraphrase, hein, à Oui. Israël, mais elle a, par rapport à la situation actuelle, elle a aussi parlé de la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat, de la nécessité, ce que Biden d'ailleurs a dit aussi lors de son discours 2 jours plus tôt, plutôt la nécessité de libérer les otages, et elle est allée plus loin, c'est là où tu as sûrement raison, c'est que dans son discours, elle va plus loin et elle parle d'une solution à 2 États et donc une existence reconnue de la Palestine. C'est complètement ça. Et en fait, là où c'est délicat aussi pour Kamala Harris, parce qu'elle l'a dit, on va continuer d'aider Israël, mais en faisant un peu plus pression. Parce que les USA ne peuvent pas lâcher cet allié historique en raison des enjeux géopolitiques de la région. Et je reviendrai un petit peu plus globalement, que ça soit démocrate ou républicain. Pour les Américains, c'est entre guillemets une situation très délicate parce que il y a la guerre en Ukraine, donc ils sont obligés de se réengager en Europe alors qu'ils voulaient se désengager de l'Europe. Et alors que sous Joe Biden, on évacue les derniers soldats d'Afghanistan, ils sont obligés de se réengager massivement. Alors qu'en fait, tous ces désengagements qu'ils étaient en train de faire progressivement, c'était pour tout tourner vers la Chine progressivement. Et donc, en fait, c'est une situation extrêmement inconfortable. C'est qu'ils sont aspirés dans des guerres, dans des conflits, sans forcément intervenir au sol, mais ils sont aspirés politiquement, ils sont aspirés au niveau de la mobilisation d'unités dans des conflits qu'ils ne veulent pas. Par exemple, quand le Hamas a attaqué, la première chose qu'ont fait les Américains, c'est directement déplacer une flotte de guerre à côté d'Israël, avec porte-avions, etc. L'objectif, c'était pas de bombarder Gaza ou de bombarder la Cisjordanie. L'idée, c'était, on va calmer tout le monde, personne ne rentre dans l'arène pour une déflagration régionale. On veut surtout pas une déflagration régionale. Et donc, c'est ce qu'on appelle la diplomatie au porte-avions. Hein. Quand vous avez un diplomate, quand vous avez Anthony Blinken qui arrive dans votre bureau pour vous dire, s'il vous plaît, rentrez pas en conflit et n'intervenez pas, et que depuis votre balcon, vous voyez un porte-avions américain avec une flotte de guerre, automatiquement, bah vous allez dire oui, je Vous vais l'écoutez pas un petit peu m'engager. plus. On C'est écoute sûr. un peu plus, c'est ça, dire l'arsenal démocratique, quoi, pour dire les choses simplement. Donc c'est une situation très inconfortable, et d'autant plus pour Kamala Harris, qui doit jouer sur ce double électorat, sur cette double sensibilité, mais elle est techniquement plus critique. Après, comme toujours, on verra si elle est élue, qu'est-ce qu'elle va appliquer, parce que entre le déclaratif et les actes, comment on fait. C'est toujours très compliqué. Exactement. Alors, il y a beaucoup de commentaires. On voit que c'est un sujet J'imagine, oui. qui fascine. Corneille nous disait qu'elle avait parlé de paix. Et oui, c'est la réalité, mais c'est toute l'ambiguïté d'un président ou d'un candidat à la présidence des États-Unis. C'est qu'elle a effectivement de parler de nécessité d'un cessez-le-feu, d'une paix, mais ça venait en bout d'un discours où elle parlait de la nécessité que l'armée américaine soit non seulement la plus puissante au monde, mais elle a utilisé même le mot de létal, mortel au monde. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment cette ambiguïté américaine où on souhaite la paix tout en préparant la guerre. Je ne sais pas, c'est assez ambigu. On a des questions. Il y avait, vas-y Thomas, montre-les-nous en avant, mets-les-nous en avant. On a une question de Maudit Poète qui nous demande Trump
Alors je donnerai le contexte après et on verra si tu as quelque chose de particulier à ajouter sur cette question, Yann. Trump a-t-il vraiment le pouvoir de demander à Netanyahou de ne pas signer d'accord de cessez-le-feu dans le conflit israélo-palestinien avant les élections de novembre? Le pouvoir, il ne l'a pas. Le droit, il ne l'a pas vraiment non plus. Pourquoi cette question? C'est parce que il y a eu ces déclarations d'une journaliste, Judy Woodruff, qui a été d'ailleurs plus ou moins étayée après, dans les jours qu'on suivi, par un article d'Associated Press, donc l'équivalent américain de l'AFP, que Trump, contrairement à ses déclarations public, hein. Encore une fois, on est la différence entre le public, les coulisses, ou comme tu le disais, entre les déclarations de campagne et la réalité du pouvoir. Donc là, on était dans le contraste public-privé, qu'il demandait à Netanyahou de ne pas céder à Biden parce que c'était un bon outil de campagne pour lui, le fait que Biden ne réussisse pas à résoudre cette crise-là. C'est quelque chose qu'il a fait de manière complètement ouverte sur la question, sur l'autre gros sujet américain qui est la sécurité à la frontière, donc tout ce qui est immigration qui vient de la frontière du sud des États-Unis, donc celle avec le Mexique, où il y avait un plan bipartisan qui existait, et il a dit « Ah non, 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 on va pas du tout signer ça, parce que moi j'ai besoin que le problème reste en place, c'est un de mes axes de campagne contre, à l'époque, Joe Biden. » Et donc, évidemment, du côté de Netanyahou, on a dit que c'était pas vrai, que ce n'était pas Donald Trump qui allait décider ça, mais en tout cas, voilà, l'idée a été exposée par des sources plutôt fiables, des sources complètement respectées aux États-Unis, qu'il mettrait son poids politique de pression sur Netanyahou. Tout à l'heure, tu as bien fait de rappeler, j'avais complètement oublié cet épisode-là, qu'il avait vécu ça comme une trahison et il avait eu une réponse très violente, Trump, suite au fait que Netanyahou avait félicité Biden après son élection comme n'importe quel autre chef d'État l'aurait fait. Mais bon, en tout cas, il y a cette dimension-là. Est-ce que toi, vu de ton côté, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te semble possible, probable? Et est-ce que Netanyahou, plus que Trump, a ce pouvoir face aux Américains qui, comme tu l'as dit, fournissent les armes et les munitions? Je renvoie au fameux le dôme de l'homme de fer, c'est comment on dit en français? Le dôme de fer. Ouais, le dôme de fer que Trump a promis en campagne de construire désormais au-dessus des États-Unis parce qu'il trouve que c'est magnifique. Et donc, on a même le sentiment quand il en parle qu'il y a un véritable dôme au-dessus d'Israël. Mais bon, ça c'est pour la petite blague. Est-ce que tu as ce sentiment que Netanyahou pourrait résister à Joe Biden, que ça soit pour arranger ou pas Donald Trump, mais qu'en général, pour des calculs politiques, est-ce qu'il a cette carte en main, Netanyahou, de dire non à Biden? Alors, je vais revenir sur plusieurs choses. Déjà, par rapport au dôme de fer, là, tu me fais penser à quelque chose, et après, je vais répondre. Où tu dis, voilà, il est fan du dôme de fer, donc il en veut un aussi aux US. C'était ce qui s'était passé, si je ne me trompe pas, quand il était venu en France au défilé du 14 juillet. Il était super fan. Il nous faut aussi un défilé de la sorte. Et il en a eu un. Et il en a eu un, exactement. Donc voilà. Pour revenir à la question. Alors, c'est comme souvent compliqué. C'est-à-dire que Benjamin Netanyahou, il est très critiqué en interne. Et donc Benjamin Netanyahou, il a besoin de la guerre. Il a besoin de la guerre pour se maintenir au pouvoir, pour se maintenir en poste, parce que tant qu'il est en situation de conflit, ça le conforte et ça le solidifie. Et est-ce que Donald Trump, lui, a le pouvoir de dire à Benjamin Netanyahou, s'il te plaît, maintiens tes opérations, parce que de toute manière, ça t'arrange de les faire le plus longtemps possible. C'est pas impossible. C'est toujours des tractations qui existent. Parce qu'en fait, ça m'a fait penser à une histoire française. Je dérape un petit peu, mais pour expliquer la chose. Si je ne me trompe pas, c'était
avant que que Jacques Chirac arrive au pouvoir, on avait des accrochages avec les Iraniens parce que on n'avait pas rendu de l'argent au niveau, je crois, que c'était une histoire de nucléaire. Et donc sous Chirac, il avait eu des tractations en disant faites pas d'attentats, s'il vous plaît, on va vous rendre l'argent et dès que j'arrive au pouvoir, donc pas de vague d'attentats. Chirac arrive au pouvoir, on rend pas l'argent. Et on a eu quelques attentats qui ont frappé le sol français. Donc ce genre de tractation, ça peut exister. Ça peut exister. Parce que dans les deux cas, Benjamin Netanyahu, il gagne tous les bénéfices à ce que Donald Trump arrive au pouvoir. Parce que par rapport à Kamala Harris, Donald Trump, très favorable à la politique israélienne. Donc, ça peut être un outil où il se dit let's go, je bloque toutes les négociations, dans tous les cas moi ça m'arrange pour des raisons intérieures, pour des raisons sécuritaires et autres, et comme ça j'aide entre guillemets mon poulain, ou en tout cas celui qui est le plus favorable pour moi à la Maison Blanche, et qu'une fois arrivé au pouvoir, c'est bon, on négocie, il a sa victoire politique, moi j'ai ma victoire à moi, et donc c'est gagnant-gagnant. C'est des négociations qui peuvent totalement exister. Là actuellement, il n'en a pas le pouvoir, il n'est pas président, mais ce genre de tractation, ça existe. En tout cas, Ouais, il y a du passif ça historique. rappelle beaucoup Carter-Reagan, la libération des otages en Iran. C'est pareil, il y avait cette dimension où la crise internationale déborde sur les intérêts politiques ou vice-versa. D'ailleurs, plutôt vice-versa. On a une autre question de Montréal MUFC qui nous demande, j'attends qu'elle arrive à l'écran, voilà, elle a pris un peu de temps, et il y a écrit question pour Yann, d'accord? Donc Yann, elle est pour toi, t'inquiète pas, si t'as pas la réponse, tu le dis, et si t'as besoin d'aide et que, voilà, je suis là, mais bon, voilà, question pour Yann, merci en tout cas. Comment expliquer Ah, c'est intéressant. Comment expliquer les faibles protestations pro-Palestine là où Trump s'en va? Netanyahou était à Mar-a-Lago, mais il n'y avait que 30 manifestants tout au plus. C'est vrai que on l'a vu toute la semaine dernière, même si elles étaient extrêmement limitées, même si elles n'ont pas débordé, des manifestations pro-Palestine lors de la convention démocrate. On a vu des manifestations pro-Palestine dans des villes comme New York, en Californie, sur des campus universitaires. Mais finalement, alors que Donald Trump est ouvertement pro-israélien et pas vraiment pour la Palestine, on ne voit pas le même phénomène. Est-ce que tu as une réponse sur expliquer cette différence de traitement entre les démocrates d'un côté et Donald Trump de l'autre? Alors, question compliquée, parce qu'au niveau sociologie américaine, je ne suis pas forcément un expert, mais je dirais là, on va dire, à vue de nez, hein, donc là c'est vraiment à prendre avec d'énormes pincettes. Je dirais que là où Donald Trump se déplace, qui se déplace, c'est plutôt ses fanboys, donc un électorat qui lui est favorable, donc automatiquement ça engendre moins de déplacements de contestataires. Et dans l'autre sens, si vous allez manifester devant quelqu'un qui, vous le savez, vous n'avez aucune chance de le faire infléchir, à quoi ça sert, tandis que si vous allez manifester devant les démocrates ou devant les regroupements démocrates, eh ben vous existez politiquement et donc vous pouvez faire pression sur un élu qui dépend de vos voix en fait, et donc qui va dire le mouvement il est quand même assez costaud, donc je vais peut-être devoir un peu plus les écouter et donc être un peu plus agressif envers Netanyahou. Voilà, là c'est vraiment la petite analyse Ouais, entre non, guillemets non, au mais coin du feu, hein. elle a du sens. J'aime beaucoup ton deuxième point. Il y a un troisième point aussi, c'est le fait que tout simplement Trump n'est pas au pouvoir.
Il a une capacité d'action qui est limitée, voire nulle. Donc on vient manifester contre le pouvoir actuel parce qu'on lui reproche sa politique de soutien, on lui reproche l'envoi d'armes et de munitions. Donc je pense aussi c'est pour ça qu'il passe à travers les gouttes. Il y a eu des manifestations lorsque Trump était au pouvoir. Thomas vous en a montré quelques photos. C'est pas une relation simple entre Donald Trump. Et d'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'effort. Il y en a eu un petit peu. On sait que dans certains groupes organisés qui manifestent contre les démocrates, il y a en même temps, il faut le garder en tête, des personnes qui sont aussi des organisateurs d'efforts sur le terrain pour faire voter la communauté musulmane pour Donald Trump. Donc il y a cette espèce de infiltration d'un mouvement par des pro-Trump, mais sinon il n'y a jamais eu trop d'efforts de Donald Trump vers cet électorat-là. Pourquoi? Pas parce que c'est un électorat acquis aux démocrates, en fait c'est quasiment le contraire. Généralement, cet électorat-là, qui n'est pas très important sur les cartes électorales, ne vote pas démocrate. Ça a été différent en 2020, où il y a eu un véritable effort sur le terrain, mais sinon il faut garder ça en tête. Donc c'est peut-être pour ça que c'est cet ensemble de raisons qui fait que Donald Trump n'est pas forcément aujourd'hui visé par ces mouvements-là. Peut-être que s'il était au pouvoir, les choses seraient différentes. J'en suis assez persuadé. Alors Yann, on a beaucoup parlé. Est-ce que tu te sens de faire quand même notre dernière partie consacrée à Taïwan, ou est-ce que tu n'en peux plus? Non, c'est bon, je peux continuer. Il y a pas de souci parce que je passe un excellent moment et vraiment c'est super agréable d'être ici. Ouais, je t'ai dit, notre public est habitué sur ces longs formats, et les messages que je vois passer vraiment sont formidables. Tout à l'heure, justement, on avait un un super chat de Zippy vas-y, remets-le Thomas, qui nous disait que je vous suggère une émission spéciale avec William, Yann et Fabrice Wolf de Métadéfense sur l'Ukraine, Taïwan et l'évolution de la discussion nucléaire française sur l'Europe. Bah, pourquoi pas, si c'est un sujet qui vous intéresse, si Yann est partant, si Fabrice est partant, pourquoi pas. Et on avait aussi un message de Obi-Wan depuis directement à Tatooine. Donc voilà, quand je disais que je dis souvent que on est épaté par les frontières de la francophonie, on se rend compte que la francophonie dépasse même les frontières du globe. Donc notre ami Obi-Wan qui nous disait, passionné de géopolitique et de cartes du monde, je me régale, merci. Voilà. Merci à toi, merci de ton soutien, merci à tous les autres. En fin d'émission, Cody viendra. On va faire une pause de 5 secondes et puis on part du côté de Taïwan. On va parler évidemment des relations entre les États-Unis et la Chine. À tout de suite.